La première question qu'on peut se poser, c'est au fond, les technologies sont-elles compatibles avec une économie vraiment durable qui permettra à l'humanité de vivre sur Terre pendant les millénaires à venir? Alors soyons clairs dès le départ, une économie vraiment durable supposerait qu'on n'utilise que des ressources renouvelables en respectant leur rythme de renouvellement et uniquement l'énergie provenant de la photosynthèse. Dès l'instant où on utilise des ressources non renouvelables, sachant qu'il est impossible de les recycler à 100%, l'objectif, notre objectif, devient donc de préserver la vie humaine sur Terre le plus longtemps possible. Selon les choix technologiques que l'on fera, l'extinction de l'humanité peut avoir lieu dans 100, 200, 500, 1000, 10 000 ou 100 000 ans. Par conséquent, en raison du réchauffement climatique et de l'épuisement des ressources et de la biodiversité, les choix que nous allons faire dans les années à venir sont cruciaux. C'est pourquoi il est vital d'avoir pleinement conscience des conséquences de nos actes, notamment quand nous choisissons d'acheter ou de contribuer à développer telle ou telle technologie. Or, nous manquons souvent de recul et d'éclairage par rapport aux technologies. Et fascinés par certaines inventions, nous avons parfois tendance à confondre innovation et progrès. Or, un progrès, ça signifie simplement qu'une situation s'améliore, qu'un problème est résolu. En ce sens, une technologie comme l'automobile peut difficilement être considérée comme un pur progrès, car elle génère au moins autant de problèmes qu'elle n'en résout. De même, la plupart des technologies qui visent à réduire les efforts humains ont des conséquences néfastes sur l'environnement et la santé. Dès lors, si on considère le progrès comme une amélioration du bien-être humain dans toutes ses dimensions, alors le rapport entre technologie et progrès est loin d'être simple. C'est pourquoi, pour aller vers une économie la plus durable possible, il est essentiel d'essayer de discerner quelle technologie constitue un véritable progrès pour les humains, en prenant en compte le fait que les humains sont totalement dépendants de leur environnement pour leur survie. C'est ce défi que je vais essayer de relever dans l'heure qui suit, en essayant de prendre un maximum d'exemples concrets pour rendre cela plus vivant. Le premier piège, c'est la fascination et le rejet. Alors soyons clairs, il y a 1000 raisons d'être fascinés par les innovations technologiques qui nous facilitent la vie, allègent nos efforts, nous rendent bien souvent la vie plus agréable et plus confortable et nous promettent de nous déplacer plus loin et plus vite. Bref, elles nous donnent un sentiment de progrès. Cependant, notre fascination pour les innovations technologiques nous aveugle, car en réalité, les innovations ne sont pas toujours synonymes de progrès. Certaines innovations constituent même une régression indéniable, telles les mines antipersonnelles et de nombreuses autres armes, et notamment sur l'arme atomique, mais aussi certains produits phytosanitaires qui tuent les abeilles. Alors que d'autres présentent un bilan pour le moins contrasté. Si la voiture à essence a constitué un progrès en termes de confort, de vitesse et de liberté de déplacement, elle génère de graves problèmes de santé, on le sait, qui sont liés à la pollution, mais aussi en termes d'obésité, des problèmes de sécurité, une incertitude sur le temps de parcours en raison des bouchons qu'elle génère, et bien sûr, elle contribue de façon massive au réchauffement climatique. On ne peut donc pas dire que la voiture soit un pur progrès, loin de là. Dans un premier temps, il serait donc souhaitable de faire un bilan des avantages et des inconvénients de chaque innovation technologique sur le plan humain, ce qui permettrait déjà d'orienter la recherche et le développement des innovations en prenant en compte tous les aspects de la vie humaine, ce qui implique également de prendre en compte la vie des générations présentes et à venir. Et c'est là que la fascination risque de se transformer en rejet total de la technologie. Pourquoi? Parce que toute technologie nécessite de la matière et de l'énergie, et que de ce fait, on peut considérer qu'aucune technologie n'est vraiment durable. Dès lors, on peut être tenté de rejeter toute forme de technologie par égard pour les générations à venir. Néanmoins, il serait vraiment dommage que nous nous privions des progrès réalisés grâce aux technologies concernant, par exemple, l'amélioration de la vue, de l'ouïe, de la dentition, les opérations chirurgicales, la coupe des arbres, la construction, le tissage, le lavage du linge, la mobilité, la communication, etc. Nous allons donc voir maintenant
dans quelle mesure nous allons pouvoir continuer à profiter de ces progrès sans dommages excessifs pour les générations à venir. Alors, le piège numéro 2, c'est le déni de la complexité. Tout d'abord, il faut bien reconnaître qu'aucun esprit humain n'est capable de percevoir la totalité des enjeux et des conséquences d'une technologie. C'est pourquoi il sera vital à l'avenir d'organiser des débats avec de nombreux experts ayant des avis divergents et d'établir plusieurs bilans écologiques avec des méthodologies différentes. Avant toute chose, il faut rappeler qu'une technologie peut être plus écologique qu'une autre, c'est-à-dire avoir un impact moindre sur l'environnement, mais qu'aucune technologie n'est vraiment durable. En effet, seule la photosynthèse est un processus durable. Mais la biomasse est elle-même limitée par l'espace disponible, même si les marges sont relativement importantes, grâce à la reforestation, à l'agroécologie ou à la permaculture notamment. Ensuite, il faut veiller à ne pas se focaliser sur un aspect, le climat, les ressources ou la biodiversité, sans tenir compte des autres et donc de l'impact systémique. Ainsi, certaines solutions technologiques actuelles, comme la voiture électrique, les panneaux photovoltaïques ou les éoliennes, se focalisent essentiellement sur le problème du réchauffement climatique, sans tenir compte du risque d'épuisement des ressources ou de la biodiversité pour les générations à venir, ce qui pourrait mettre la vie de l'humanité en danger. Je vais maintenant vous donner quelques exemples pour vous montrer toute la complexité de l'écologie. Alors attention, ça va fuser dans tous les sens et vous allez peut-être avoir l'impression de vous prendre un feu d'artifice de contradiction. Et pourtant, tout cela correspond bien à la réalité des choses. D'abord, concernant les ressources non renouvelables. Si certaines ressources non renouvelables sont abondantes, comme le fer et l'aluminium par exemple, qui peuvent être utilisés pour fabriquer les cadres de vélo, d'autres en revanche sont rares. Alors certains vous diront que les ressources en minerais sont immenses. Et c'est vrai, beaucoup de mines en Europe ont été fermées non pas parce que le filon était épuisé, mais parce qu'elles n'étaient plus rentables par rapport aux mines chinoises, africaines ou latino-américaines. Mais le problème principal n'est pas la quantité subsistante, mais le phénomène inéluctable d'épuisement auquel s'ajoutent les émissions de gaz à effet de serre. En outre, il ne faut pas confondre les ressources potentielles et les réserves exploitables. Ainsi, les nodules polymétalliques sous-marins constituent une formidable ressource potentielle, mais est-elle pour autant facilement exploitable? En l'occurrence, ce n'est d'ailleurs pas tant un problème de ressources qu'un problème de quantité d'énergie nécessaire pour les exploiter, ainsi qu'une atteinte à la biodiversité. De leur côté, les ressources renouvelables sont elles aussi susceptibles de s'épuiser. Ce n'est pas parce qu'on utilise des ressources renouvelables que c'est pour autant durable. Si on ne respecte pas le rythme de renouvellement des ressources renouvelables, on peut les épuiser. Quand je parle de ressources renouvelables, ça inclut notamment le renouvellement de l'humus, des arbres et des insectes pollinisateurs. Conséquence de quoi? Les colorants, les graisses, les huiles, les cols, les cuirs, les fourrures, les textiles, d'origine animale ou végétale, sont des produits épuisables si on surexploite les ressources correspondantes. Les terres arables peuvent elles-mêmes s'éroder, se saliniser ou s'épuiser, au point que les sols peuvent connaître une mort biologique. L'eau est une ressource renouvelable, mais elle peut s'épuiser dans certaines régions si on la consomme à un rythme supérieur à son renouvellement. Bien entendu, les contraintes concernant la gestion de l'eau sont très différentes d'une région à l'autre, l'eau étant malheureusement difficilement transférable des régions pluvieuses aux régions qui subissent des sécheresses. On ne peut donc pas proposer un mode de gestion universel de l'eau. Autre étrangeté, par rapport à la distinction un peu simpliste que l'on fait parfois entre ressources renouvelables et ressources non renouvelables, il se trouve en fait que des ressources renouvelables ont parfois été sauvées par des ressources non renouvelables. Ainsi, au début du 19e siècle, c'est l'usage du charbon, très polluant, qui aurait permis d'arrêter la déforestation et pallier à une exploitation non durable du bois. Ce phénomène illustre à lui seul toute la complexité de l'écologie. Au passage, il faut noter que le bois, qui est plutôt considéré comme un matériau écologique aujourd'hui, peut être très émetteur de gaz à effet de serre lorsqu'il brûle. En fait, il est important d'avoir bien conscience que l'épuisement des ressources renouvelables est encore plus grave que celui des ressources non renouvelables, comme l'illustre le cas d'Haïti, où les arbres ont été presque tous coupés pour la cuisson.
avant que des fours solaires ne soient installés. Vous voyez ici la frontière entre Haïti et la République dominicaine sur l'île de Saint-Domingue. On voit que du côté d'Haïti, pratiquement tous les arbres ont disparu, alors que du côté de la République dominicaine, effectivement, on a beaucoup de végétation. En fait, il n'y a rien de pire que la disparition de la végétation et notamment des arbres. Heureusement qu'on utilise beaucoup moins de bois qu'avant pour le chauffage, pour la cuisson, pour l'ameublement et pour la construction. Car vu l'accroissement démographique, si on continuait à utiliser les techniques anciennes, on aurait détruit entièrement les forêts. Donc on peut dire merci aux nouvelles techniques et technologies de chauffage, de cuisson et de construction. Merci à l'électricité, au gaz, au pétrole, au béton, qui ont sauvé nos forêts. D'ailleurs, paradoxalement, dans la construction, le matériau qui peut le plus rapidement s'épuiser est le seul matériau renouvelable, à savoir le bois, car les autres matériaux, la pierre, le sable, le calcaire, l'argile, sont en réalité très abondants. De leur côté, les énergies renouvelables, qui sont présentées de manière très positive aujourd'hui, contribuent pourtant à épuiser les ressources de la planète. En effet, plus on consomme d'énergie, plus on a besoin de matière pour en produire. Or, certains vous diront que les ressources en énergie sont infinies. En réalité, les sources d'énergie sont effectivement infinies. Mais ce qui pose problème, c'est la conversion, le transport et le stockage de l'énergie qui nécessitent beaucoup de matière et d'énergie. C'est valable pour le vent, pour le soleil, pour les marées, pour l'hydrogène. Et si le potentiel énergétique des énergies renouvelables peut sembler, à tort, infini, la triste réalité, c'est qu'aujourd'hui, la consommation de charbon représente la deuxième source après le pétrole et qu'elle n'a jamais cessé d'augmenter depuis le 19e siècle, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Autre solution qui semble évidente et qui semble faire l'unanimité chez les écologistes, la relocalisation de la production. En fait, les choses ne sont pas si simples. Il faudra là aussi faire des bilans globaux. En effet, si on remplace les grandes usines par des petites unités de production locales, on gagnera certainement un peu en matière et en énergie sur les transports, mais on risque de perdre sur l'artificialisation des sols, la taille totale des bâtiments et l'énergie nécessaire pour produire une unité de bien. Il est donc souhaitable de faire un bilan global de l'impact écologique d'une relocalisation de la production de tel ou tel bien. Et le résultat sera certainement différent en fonction de chaque secteur d'activité. Il sera probablement positif pour, par exemple, les brasseries ou les savonneries. Ce sera à évaluer pour les vêtements, les chaussures, la vaisselle, le petit outillage ou l'ameublement. Et ce sera probablement pas souhaitable pour les hauts fourneaux, les cimenteries, la construction automobile et même peut-être la fabrication de vélos ou bien sûr l'électronique. Quoi qu'il en soit, une chose est absolument certaine, c'est que la réduction de la consommation de biens aura un impact écologique bien supérieur à une relocalisation de la production à consommation constante. Bien entendu, l'idéal est d'allier les deux quand la relocalisation est bénéfique. En fait, à travers tous ces exemples, on voit bien que les problèmes écologiques sont complexes et systémiques, ce qui nous oblige à faire attention à ne pas voir les choses en noir et blanc, en bien et mal, en positif et négatif. Il faut aller au-delà des a priori, de la première image qu'on se fait d'un matériau ou d'une technologie. Ainsi, l'usage du bois n'est pas écologique par nature, loin s'en faut. Il faut évaluer les différents impacts locaux et systémiques et faire un choix. En fait, il y a énormément d'éléments de nature différente à prendre en compte. Il y a les limites, il y a le rythme de renouvellement, l'abondance, la recyclabilité, les émissions de gaz à effet de serre, la quantité de matière que l'on a l'intention de prélever, l'atteinte à la biodiversité, etc. Un excellent exemple illustrant cette complexité réside dans les barrages hydroélectriques, qui sont probablement la meilleure source d'énergie renouvelable, mais dont la construction détruit nécessairement de la biodiversité. De même, dans la construction, le choix des matériaux est essentiel. Le fait que ce soit un matériau renouvelable, comme le bois ou la paille, n'est pas un critère suffisant si la quantité consommée est excessive. Le fait que ce soit un matériau non renouvelable n'est pas non plus nécessairement problématique s'il est hyper abondant et facilement accessible, comme la pierre par exemple. Il n'y a donc pas de solution miracle, mais des équilibres à trouver en permanence.
Alors, le piège numéro 3, c'est quelque chose d'essentiel et qui est très souvent oublié. C'est le nombre de ventes potentielles. L'un des éléments les plus importants à prendre en compte dans l'impact écologique d'un objet est le nombre d'objets vendus. Vendre quelques millions de smartphones n'a pas du tout le même impact que d'en vendre des milliards. Aujourd'hui, 3,3 milliards de personnes dans le monde possèdent un smartphone. De même, vendre dans le monde quelques millions de voitures électriques, qu'elles soient à pile lithium-ion ou à hydrogène, n'a pas du tout le même impact que de remplacer progressivement toutes les voitures à essence par des voitures électriques. Sans compter que le nombre d'acheteurs de voitures électriques pourrait aller bien au-delà des 1,4 milliard de véhicules qui circulent actuellement sur la planète. C'est pourquoi il faudra tout faire pour qu'à l'avenir, les voitures ne soient plus utilisées en zone urbaine, sauf exception à définir, de façon à limiter leur production. Concernant les voitures autonomes, on pourrait imaginer de les réserver à quelques personnes handicapées ou âgées. Ceci dit, un bilan écologique incluant tous les systèmes électroniques révélerait peut-être que ce n'est pas la meilleure solution pour ces publics. Par ailleurs, il ne faut pas seulement tenir compte du nombre, mais aussi du volume et de la masse. Ainsi, le volume de matière nécessaire pour la fabrication d'une voiture n'a strictement rien à voir avec le volume de matière nécessaire pour la fabrication d'un vélo ou pour la fabrication d'un smartphone, même si le renouvellement est plus rapide pour ce dernier. Pour avoir une idée de l'impact écologique global d'un objet, il faut donc tenir compte de sa durée de vie, de son poids, de l'abondance ou de la rareté des matériaux utilisés pour sa fabrication, de leur recyclabilité, mais surtout de l'échelle à laquelle cet objet est susceptible d'être diffusé. Prenons les couches-culottes, par exemple. Si on généralisait l'usage des couches-culottes jetables à l'échelle de la planète, en suivant l'exemple des Français qui jettent 3,5 milliards de couches chaque année, ça représenterait 700 milliards de couches jetées et non recyclables, soit une pollution et une déforestation absolument gigantesques. Dans ce cas, il y a deux solutions. Soit on restreint l'usage des couches jetables à quelques pays privilégiés en espérant que cet usage ne se diffuse pas trop. C'est la stratégie actuelle, qui me semble très risquée, voire intenable. Soit on interdit les couches jetables et on passe à des couches lavables comme l'île de Vanuatu vient de le faire en décembre 2019. Je vais vous montrer maintenant un petit film. Donc ça dure à peu près 2 minutes sur ce qui a été fait dans l'île de Vanuatu. The issue with nappies. Well, everybody thinks it's only one nappy a person. Unfortunately, a child produces quite a lot of nappies. The totality of all these nappies, I think there are some numbers out there which show that it's between 1 and 1.5 tons per child you produce in terms of nappies. So that's 1,000 to 1,500 kilograms of plastic which is just going to landfill unused. I think it's good for the environment, but I think it's complicated to come back to the old ways.
Voilà, alors, on voit bien hein, dans cette petite vidéo que ça va être difficile de changer d'habitude parce que c'est très confortable effectivement d'avoir des couches jetables, mais que finalement, il n'y a pas d'autre solution euh, efficace pour changer effectivement dans ce cas-là parce que justement, la différence de confort entre les deux est très, très grande. Ça ne va pas être le cas effectivement sur toutes les choses qu'on a à changer, mais là, c'est particulièrement vrai. C'est pour ça que je voulais vous montrer cette petite vidéo. Donc, lorsque vous voyez un produit, demandez-vous si ce produit peut se vendre à des millions, voire des milliards d'exemplaires et visualisez le volume de matière que ça représente. Ça vous évitera de croire que ce produit est écologique, vert ou durable, sauf à être absolument certain que le rythme auquel sera vendu cet objet est compatible avec le temps qu'il faut pour renouveler les ressources renouvelables dont il serait constitué. Mais dans la mesure où on ne sait jamais à l'avance le nombre de produits qui seront vendus, il est quasiment impossible de prétendre qu'un produit est durable. En revanche, un produit peut être plus écologique que celui qu'il propose de remplacer. Cette réflexion est parfaitement valable pour les énergies renouvelables, qui sont plus écologiques que les énergies fossiles par certains aspects, mais qui pourraient néanmoins épuiser les ressources de la planète dans certaines matières si elles se développaient à trop grande échelle. D'où la nécessité de réduire la consommation d'énergie de façon globale. Mais à vrai dire, le plus gros problème, c'est l'accumulation du nombre d'objets qui permettent de combler nos besoins et nos plaisirs et leur durée de vie. C'est la cause principale de l'épuisement des ressources. Dès lors, pour ralentir fortement cet épuisement, il existe plusieurs solutions. La première solution consiste à renoncer à l'usage de certains objets. En premier lieu, il s'agit notamment de renoncer aux emballages. Pour bien visualiser le problème, prenez un hypermarché. Vous avez deux solutions pour l'avenir. Soit vous remplacez tous les emballages issus du pétrole par des emballages biosourcés, biodégradables ou recyclables. Et dans ce cas, ça demandera une quantité colossale de bois pour le carton ou de plastique biosourcé qui nécessite des surfaces de culture très importantes. Soit vous ne gardez que les aliments non emballés, non transformés, c'est-à-dire en gros le carré central des fruits et légumes frais, auxquels vous rajoutez du vrac et quelques conserves en verre, et ce faisant, vous réduisez de façon colossale l'impact sur l'environnement. Dans ce cas, les bioplastiques pourraient être réservés à des usages très limités et précis. Concernant l'avion maintenant, en fait, tant que l'avion sera hyper polluant, il est nécessaire de réduire fortement le trafic aérien. Et on pourrait imaginer de tirer au sort des citoyens qui auraient la chance de prendre l'avion plutôt que de faire une sélection par le prix comme c'est le cas actuellement. Oui, mais me diront certains, la France va avoir beaucoup moins de touristes. Bien sûr, et c'est absolument inévitable si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce renoncement serait d'ailleurs un excellent signal envoyé à l'ensemble de la planète, la France étant le premier pays de destination touristique au monde. La deuxième solution consiste à intensifier l'usage de certains objets. Concernant la mobilité, comment réduire la quantité de matière consacrée à la mobilité par individu? Alors c'est peut-être contre-intuitif, mais l'idéal est de ne pas utiliser un seul véhicule, comme la voiture, pour tous les déplacements, mais d'utiliser le véhicule le plus écologique pour chaque type de déplacement, court, moyen ou long. On pourrait se dire qu'utiliser plusieurs véhicules n'est pas très écologique. En réalité, ce qui compte le plus, ce n'est pas le nombre de modes de transport dont chacun peut disposer, mais l'intensité d'usage de chaque véhicule. On peut ainsi comparer des métros et des trains bondés qui circulent toute la journée avec des voitures qui sont presque toujours à l'arrêt. L'idéal étant que le véhicule le plus écologique soit utilisé de manière intense. C'est pourquoi le Vélib, par exemple, est un modèle du genre, étant à la fois le véhicule le plus écologique, avec une intensité d'usage inégalée, même si la nécessité de bornes électrifiées réduit quelque peu son bilan écologique. Ceci dit, le fait de posséder son propre vélo, qui sera souvent à l'arrêt, n'est pas vraiment un problème, tant son usage est largement plus écologique que tous les autres véhicules. Quant au train,
bien, la possibilité d'adapter les horaires en fonction de la demande permet un taux de remplissage élevé. Et pour les trains de nuit, on peut aussi adapter le nombre de wagons au nombre de réservations. Alors maintenant, concernant les jouets, un sujet peu traité en écologie, on pourrait presque arrêter complètement la fabrication et la vente de jouets neufs, puisque beaucoup de jouets sont très durables et dorment en fait dans les placards au fur et à mesure que les enfants grandissent. Il faut donc trouver le moyen pour que ces jouets soient au bon endroit, au bon moment. Encore cette fameuse intensité d'usage. Bien sûr, on peut les revendre sur le bon coin, mais on pourrait aussi imaginer des ludothèques dans lesquelles on pourrait emprunter des jouets pour plusieurs mois, voire plusieurs années, pour certains jeux en tout cas, et où les jouets pourraient être réparés. Fini les trop nombreux jouets offerts à Noël qui restent dormir des années dans les chambres d'enfants sans être jamais utilisés. En outre, les enfants pourraient tester les jouets avant d'en prolonger éventuellement l'emprunt. La troisième solution consiste à allonger la durée de vie de certains objets. Pour lutter contre l'obsolescence programmée, j'ai proposé dans mon livre EcoSophia une solution systémique pour rallonger la durée de vie de certains objets en prenant l'exemple des machines à laver. L'idée est que les fabricants soient incités de manière systémique à produire les machines les plus durables possibles. Comment faire? D'abord, il faudrait afficher en magasin non plus le prix total de la machine, mais son coût par année. Ensuite, obliger les fabricants à garantir la machine le plus longtemps possible. Et enfin, financer cette machine par des crédits de très long terme, aussi bien pour les fabricants que pour les consommateurs. Avec de telles règles du jeu, il y a de fortes chances que le fabricant qui sera capable de proposer la machine la plus durable sera également celui qui sera capable de proposer le coût par année le plus bas et donc de gagner des parts de marché. Alors, la quatrième solution, c'est évidemment de recycler un maximum de matériaux sans s'illusionner sur les possibilités de recyclage. J'en parlerai plus loin. Globalement, il est urgent d'inventer et de mettre en application un mode de vie très différent et le plus durable possible qui donne envie aux pays moins développés. Car l'envie de copier le mode de vie occidental est inévitable. Mais il faut être très concret. Pour satisfaire tel besoin, désormais, nous faisons comme cela. Et montrer que notre bien-être s'est amélioré et non dégradé. Il faut donner envie en ayant un nouveau mode de vie avec plus de temps libre, moins d'objets, mais pourquoi pas un smartphone high-tech qui fait encore plus de choses qu'aujourd'hui. Dans ce nouveau monde, on jardine, on vit en coloc, on cuisine, on joue, on partage, on échange. Bien, ce mode de vie pourrait tout à fait ressembler à celui qui est décrit dans le roman d'anticipation Ecotopia que vous voyez à l'écran. Le quatrième piège, ce sont les illusions et les fantasmes. Pour ne pas se faire d'illusions et ne pas poursuivre des chimères qui seraient dommageables, voire catastrophiques pour les générations à venir, il faut identifier clairement les limites réelles indépassables et les limites supposées mais dépassables. Et dans le même temps, il faut explorer le champ de tous les possibles en étant parfaitement conscient des limites. Je rappelle les faits incontestables. Les limites réelles sont la quantité de matière disponible, la possibilité de la recycler, les surfaces disponibles. Le seul processus qui soit vraiment durable, c'est la photosynthèse, et aucune technologie n'est vraiment durable dans la mesure où toute technologie nécessite de la matière et de l'énergie. À partir de là, il faut faire attention à ne pas se raconter des histoires fausses pour se rassurer. Ainsi, croire qu'on pourra remplacer le pétrole objet pour objet par des biomatériaux et des énergies renouvelables est une pure illusion. En effet, remplacer la quantité de matière et d'énergie fournie par le pétrole par des ressources renouvelables semble absolument impossible à l'heure actuelle. C'est un problème physique, car le pétrole est un miracle de la nature. On a d'ailleurs du mal à se rendre compte que certaines innovations technologiques ne sont pas du tout à l'échelle du problème, car le pétrole est une ressource énergétique extraordinaire et très difficile à remplacer en termes de potentiel énergétique. De même, croire qu'on va résoudre tous les problèmes grâce à la biomasse
aux énergies renouvelables et au recyclage est une autre illusion. Il faut être honnête et humble, il est très difficile de percevoir le rapport entre notre consommation de matière et la matière disponible, que ce soit des ressources renouvelables ou non, et encore plus dans le temps. C'est pourquoi il n'est pas étonnant que les théories qui misent tout sur la biomasse aient du mal à concevoir que l'économie qu'ils imaginent sera malgré tout soumise à des limites physiques, même si une économie qui repose largement sur la biomasse augmenterait indéniablement les possibles. En effet, la biomasse est elle-même limitée par des contraintes physiques. Les arbres ne poussent pas au-delà de 40 mètres, la quantité d'humus et la surface au sol sont limitées par nature. Ainsi, il sera absolument impossible, pour une question d'espace, de garder tous les mêmes usages, les mêmes objets du quotidien en les biosourçant, car les ressources biologiques sont cultivées à la surface de la Terre, qui est déjà bien occupée du fait de la croissance démographique, alors que le pétrole, lui, était prélevé dans les profondeurs avec un impact minime sur les surfaces cultivables. De son côté, la reforestation, pour séquestrer du CO2, a elle-même ses limites en termes d'espace, et les promesses de neutralité carbone en replantant des arbres ne tiendront pas longtemps. Sans compter qu'il y a un décalage dans le temps entre le moment où on plante un arbre et le moment où il capte un maximum de CO2. Par ailleurs, évidemment, la biomasse demande un certain temps pour se renouveler. Enfin, on ne peut pas tout faire avec de la biomasse, on a aussi besoin de métaux et de sable. Or, le recyclage des métaux ne peut pas se faire à l'infini. Il est inévitablement limité par le tri, qui pourrait être certes amélioré, par l'usure, qui pour le coup est inévitable, en raison des alliages, des matériaux composites, des pigments, des additifs, des micro-composants avec de multiples métaux. Et de fait, le recyclage de certains métaux est très, très faible. Alors bien sûr, on peut améliorer la conception des produits de manière à mieux récupérer les métaux, mais il ne faudrait pas s'illusionner sur notre capacité à recycler, ce qui signifie qu'on va continuer à extraire des métaux de la Terre. Une troisième illusion consiste à compter sur des solutions technologiques qu'on n'est pas sûr de maîtriser à temps. Je pense notamment à la fusion nucléaire, mais surtout aux techniques de capture et de stockage du CO2. Ainsi, une étude réalisée pour le compte des grandes entreprises, dénommée ZEN 2050, que vous voyez à l'écran, ZEN 2050, imaginer et construire une France neutre en carbone, bien cette étude concluait en mai 2019 qu'on pourrait sans problème continuer à avoir de la croissance et à parvenir à une économie neutre en carbone en 2050, grâce notamment à des séquestrations massives de CO2. Au passage, il faut noter que cette étude ne se soucie pas de l'épuisement des ressources, qui est tout de même osé. Compter sur des technologies qui ne sont pas au point pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est jouer avec la vie des générations à venir. Si ces technologies fonctionnent à l'avenir, c'est tant mieux. Ça nous permettra de ralentir encore plus le réchauffement climatique. Mais c'est irresponsable de compter dessus. L'avenir de l'humanité ne peut pas reposer sur des paris. Par conséquent, il est indéniable que la solution la plus efficace et la plus sûre pour aller vers plus de durabilité consiste à consommer moins et à se passer de technologie partout où on le peut. Au passage, il faut noter que c'est le high-tech qui pose les plus grandes difficultés en termes de recyclage des matériaux, du fait de l'imbrication des métaux à une échelle micro. C'est donc le high-tech qui semble le moins durable. C'est pourquoi il faut veiller à n'utiliser du high-tech que là où ça apporte vraiment un plus. Par exemple, pour des systèmes permettant de mutualiser l'usage des automobiles, qui peuvent permettre effectivement de réduire fortement la consommation de matière et d'énergie. Piège numéro 5, maintenant, c'est le gaspillage et le superflu. D'abord, il faut noter que si la consommation de smartphones, d'automobiles est globalement limitée par la démographie, il n'en est pas de même dans d'autres secteurs où la consommation n'a quasiment aucune limite. Je pense à l'habillement, au numérique et au luxe. Par ailleurs, il existe également des secteurs dans lesquels la consommation est excessive par rapport à la satisfaction des besoins. On peut penser aux médicaments notamment. Concernant l'habillement, donc, le problème de l'habillement, c'est qu'il n'y a quasiment aucune limite au nombre de vêtements qu'on peut posséder. Et quand on voit le nombre de vêtements quasiment inutilisés, on se dit que c'est un énorme gâchis.
On peut penser notamment aux vêtements de sport, puisque si vous essayez différents sports, eh bien, vous allez acheter un vêtement qui est adapté à chaque type de sport. Et il n'y a quasiment aucune limite. Dans ce cadre, on peut d'ailleurs aussi s'interroger sur la mode éthique, car s'il est bien sûr souhaitable d'utiliser des méthodes et des matériaux plus respectueux de l'environnement, il faut surtout remettre en question la surconsommation de vêtements. Concernant le numérique maintenant, que se passera-t-il si on met de la technologie partout? Ne risque-t-on pas d'assister à un effondrement systémique par manque de ressources? En vérité, le numérique est un énorme challenge pour l'humanité, car l'usage du numérique n'a potentiellement aucune limite. On pourrait mettre des puces RFID sur tous les objets, des capteurs partout, y compris dans les champs, ce qui commence déjà à être le cas, des caméras, des drones, des écrans partout, et stocker des milliards de données. On peut continuer à regarder toujours plus de vidéos en streaming, avec une qualité toujours améliorée, et stocker toujours plus de vidéos. Le problème, c'est que tout cela nécessite de la matière et de l'énergie, des téléphones, des ordinateurs, des serveurs, des antennes, des câbles, que les objets numériques sont difficilement recyclables. Il va donc falloir faire des choix et se fixer des limites, démocratiquement, par une convention citoyenne sur le numérique, par exemple, qui réfléchirait à son usage en fonction de l'intérêt général. Ces choix pourraient être faits en fonction de la nocivité des usages. Les tablettes pour les enfants, le temps passé sur les jeux vidéo, sur les réseaux sociaux. Ils pourraient être faits aussi en fonction de l'utilité réelle des services rendus. Je pense notamment au délire du Bitcoin ou au trading haute fréquence qui consomme une énergie folle pour un service quasi nul rendu à l'humanité. On pourrait imaginer de s'imposer des limites, limiter le nombre d'appareils par foyer, le nombre d'heures par jour ou par semaine. On peut imaginer que les écrans s'éteindraient automatiquement au bout de quelques heures ou que le débit serait fortement limité au-delà d'une certaine consommation de données, comme c'est le cas sur les smartphones. En effet, les forfaits illimités laissent penser que les ressources de la planète sont également illimitées. Alors certains diront que ce serait une atteinte aux libertés, une véritable régression. Mais un débat démocratique pourrait au contraire nous faire prendre conscience qu'il s'agirait d'un véritable progrès en termes de santé et de convivialité. On pourrait également faire d'énormes économies sur le stockage des données en utilisant d'autres systèmes de stockage et utiliser la chaleur émise pour du chauffage, par exemple, mutualiser les box Wi-Fi, etc. On pourrait également accroître la durée des appareils en généralisant les smartphones modulaires comme le Fairphone. Ce faisant, il faudrait également généraliser des modèles économiques qui incitent à la durabilité, à la réparation, au recyclage, à la réutilisation, comme le modèle économique inventé par Common, qui loue des smartphones Fairphone modulables et des ordinateurs durables, un peu sur le modèle de Rank Xerox pour les imprimantes d'entreprise. C'est un modèle d'avenir incluant dans le prix de location du smartphone le changement de batterie, l'assurance vol, casse, entretien, même s'il reste trop cher pour le moment car le matériel est amorti sur une durée trop courte pour le moment. Ce qui montre bien d'ailleurs la nécessité de financement de long terme pour favoriser la durabilité. Par ailleurs, il ne faut pas avoir peur d'imposer des normes aux constructeurs. Pour le bien de l'humanité, ça doit se faire avec eux en intelligence collective. Il faut trouver un compromis entre la créativité, l'originalité de chaque marque et l'intérêt commun que constitue la recyclabilité et la durabilité. On peut autoriser de l'originalité sur certaines pièces, la coque par exemple, et de la standardisation sur l'écran, la batterie, le chargeur, etc. Il faudra aussi s'interroger sur le modèle économique d'Internet afin de trouver comment réduire l'exposition aux publicités qui poussent à la consommation. Il faut noter au passage que la réduction de la publicité permettrait aussi de réduire la quantité de données sur le net et donc l'énergie consommée. Concernant la publicité, on pourrait mettre en place un comité de sélection des publicités en fonction de certains critères éthiques, durabilité, nécessité des produits, etc. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas faire comme si on pouvait continuer à accroître indéfiniment l'usage du numérique. Il faudra bien se fixer des limites. Maintenant, concernant le luxe, en fait, les technologies consacrées au luxe posent essentiellement un problème d'exemplarité.
car elles suscitent l'envie et poussent toute une société à avoir des goûts de luxe. Piscine, jacuzzi, voiture haut de gamme, etc. Concernant les piscines, on pourrait imaginer de faire payer l'eau très, très cher au-delà d'un certain volume dans les régions où l'on manque d'eau, qui sont aussi souvent celles où on a le plus envie d'une piscine, malheureusement. Le fait de pomper dans les nappes phréatiques pour remplir les piscines réduit la quantité d'eau disponible pour la végétation, qui s'assèche et prend feu plus facilement, comme on l'a vu en Californie. Concernant les produits esthétiques fabriqués par des artisans, la maroquinerie ou la haute couture, ils semblent plutôt solides et durables en soi. Mais le problème ici, c'est leur très faible usage, en fonction de la mode et de l'usage qui veut qu'on porte régulièrement des vêtements et des accessoires différents. Ce qui amène à une forte accumulation d'objets. Une fois de plus, cela montre qu'un produit qui peut sembler durable en lui-même peut poser problème du fait d'un usage très faible. C'est toujours cette question de l'intensité d'usage. Une des solutions, c'est de louer des vêtements ou des accessoires pour des soirées plutôt que de les acheter. De façon plus globale, notre défi collectif va être d'inventer un système, des règles du jeu, qui n'incitent pas à vendre un maximum d'objets à un maximum de gens, mais qui répondent aux besoins avec le moins de matière et d'énergie possible. Eh bien, il se trouve que, sans que nous nous en soyons rendus compte, les hasards de la technologie permettent parfois de réaliser un miracle de cet ordre, à savoir réduire la quantité de matière utilisée pour répondre aux mêmes besoins ou usages de façon spectaculaire et quasiment miraculeuse. Alors voici une photo de 16 objets différents qu'un seul objet de petite taille a remplacé partiellement, totalement, au cours des 10 dernières années. Il s'agit bien sûr des objets que le smartphone a remplacés. En effet, on critique régulièrement les smartphones à juste titre, mais on oublie que les smartphones ont permis de remplacer entièrement ou potentiellement un nombre incroyable d'objets. Téléphone, appareil photo, caméra, montre, réveil, lampe de poche, calculatrice, agenda, répertoire, carnet de notes, livre de cuisine, dictaphone, plan et carte, boussole, télé, baladeur, voire chaîne IFI, CD, DVD, cassette audio et vidéo, vinyle, journaux, magazines, livres, ordinateur, porte-monnaie, carte de crédit, démarches administratives sans déplacement. Imaginez la quantité de matière économisée grâce au smartphone. Et maintenant, imaginez le nombre d'emplois qui ont été supprimés dans toutes les entreprises qui fabriquaient ces objets auparavant. Je ne sais pas combien d'emplois ont été détruits par la généralisation des smartphones, mais ce qui est certain, c'est que la peur des destructions d'emplois est le pire ennemi de la durabilité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en raison du chômage de masse, on n'ose pas détruire des emplois, même s'ils sont extrêmement destructeurs pour l'environnement. Imaginez qu'on dise aux générations à venir, désolé, on a dévasté et réchauffé la planète parce qu'on avait peur de perdre nos emplois. Comment réagiront-ils? Il y a de fortes chances pour qu'ils nous en veuillent à mort. Ils nous diront, mais vous ne pouviez pas changer de boulot? Il est totalement évident que c'est inéluctable. Dans les années à venir, de nombreux métiers et emplois vont disparaître et d'autres vont être créés. Et il en a toujours été ainsi. Alors pourquoi vouloir conserver à tout prix des emplois néfastes pour la planète quand de nombreux emplois bénéfiques pourraient être créés? Néanmoins, il faut être honnête, aujourd'hui, nul ne sait si la transition écologique va créer plus d'emplois qu'elle ne va en détruire. Mais une chose est certaine, il faut absolument supprimer les emplois les plus néfastes pour l'environnement. Pour autant, beaucoup de questions légitimes se posent à propos de l'emploi et du chômage. Première question, les technologies sont-elles globalement créatrices ou destructrices d'emplois? En fait, les deux sont vrais. En effet, s'il y a les emplois qui sont remplacés par des machines, il y a aussi les emplois qui sont créés par de nouvelles technologies. Ainsi, la voiture a créé des millions d'emplois. En fait, le bilan global est absolument impossible à établir. Quoi qu'il en soit,
l'emploi ne doit pas être un argument pour ou contre telle ou telle technologie, alors que la durabilité, oui, parce qu'il n'y a pas de planète de rechange, alors qu'on peut toujours changer d'emploi, y compris en déménageant. Deuxième question, la transition écologique va-t-elle globalement créer ou détruire des emplois? Là encore, si on est honnête, c'est impossible à dire. Côté création d'emplois, il y a tous les emplois créés dans les énergies alternatives, l'isolation thermique des bâtiments, les transports en commun, etc. Oui, mais côté destruction d'emplois, imaginez qu'on remplace progressivement l'usage de la voiture par l'usage du vélo pour la plupart des déplacements d'une grande partie de la population urbaine. Ce sont des centaines de milliers d'emplois qui vont disparaître. C'est de la décroissance. En effet, en moyenne, une voiture coûte 25 000 € à l'achat. Et si on rajoute le carburant, l'entretien, les péages, l'assurance, ça représente un budget de 500 € par mois en moyenne pour un ménage français. Comparaison, un vélo classique coûte 350 € en moyenne à l'achat, alors que les vélos électriques, qui représentent 10% des ventes, coûtent en moyenne 1 750 €. Si on rajoute l'entretien et le risque de vol, le budget mensuel consacré au vélo excède rarement 50 € et souvent bien moins. Ce qui signifie qu'un même trajet générera beaucoup moins d'emplois s'il est effectué à vélo plutôt qu'en voiture. Et même s'il restera des infrastructures de transport en commun à étendre, ça ne compensera probablement pas les emplois perdus en raison de l'abandon progressif de la voiture par une grande partie de la population. Il ne faut donc pas compter sur les emplois de la transition pour parvenir au plein emploi, car c'est une inconnue totale. Pas plus que sur les emplois de la réparation, de la relocalisation, du commerce de proximité ou d'une agriculture plus durable. On pourrait être très déçu ou au contraire heureusement surpris. Dès lors, que faire pour avoir le plein emploi dans une économie la plus durable possible? Avant toute chose, il faut arrêter de dire qu'il faut consommer pour créer et maintenir les emplois, car cela revient à dire qu'il faut dévaster la planète pour pouvoir survivre. C'est totalement inacceptable. Ce que révèle ce raisonnement absurde, c'est simplement que la façon dont nous créons et nous gérons l'emploi n'est pas compatible avec une économie durable. Et c'est cela qu'il faut changer. On doit désormais consommer en fonction de nos besoins et adapter l'organisation de l'emploi à cette demande, et non consommer de manière artificielle pour maintenir les emplois. Autre réflexe à bannir, il faut arrêter de développer de nouvelles activités et de nouvelles technologies parce que ça crée de l'emploi. Pour que la vie humaine perdure sur Terre, notre préoccupation doit être de savoir comment satisfaire les besoins en ayant l'impact écologique le plus faible possible. Si on doit tous travailler 4 heures par jour pour cela, eh bien faisons-le. Il faut arrêter de vouloir créer à tout prix un maximum d'emplois de 35 heures. Le plein emploi doit être un objectif. Et il faut utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour que chacun trouve sa place et se sente utile et inséré dans la société. Dans ce cadre, il ne me semble pas souhaitable d'envisager un revenu universel d'un montant élevé ou un chômage de très longue durée qui permettrait de se donner bonne conscience tout en abandonnant les citoyens à leur solitude et au sentiment de leur inutilité. Alors, quelles sont les solutions pour parvenir au plein emploi? Bien sûr, il faut former aux emplois de demain, notamment l'artisanat. Il faut favoriser les formations multiples pour plus de résilience et plus d'épanouissement aussi. L'idéal serait qu'on maîtrise chacun une activité manuelle, une activité intellectuelle et une activité artistique et y consacrer plus ou moins de temps en fonction des besoins et de ses propres envies. Un retour de l'artisanat serait également un progrès du point de vue du bien-être et de l'épanouissement et serait d'autant plus acceptable qu'une partie de la production serait assurée par les machines. On pourrait également réduire la productivité dans certains secteurs, comme l'ameublement ou l'agriculture, ce qui permettrait de recréer des emplois. Dans l'agriculture, produire de façon plus respectueuse de l'environnement, on va être obligé de réduire la productivité des agriculteurs. Mais pas nécessairement la productivité dans l'alimentaire en général, car il serait souhaitable de réduire fortement les emplois dans l'agroalimentaire. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a autant d'emplois dans l'agriculture que dans l'agroalimentaire. Par ailleurs, on devra probablement réduire le temps de travail de chacun
De manière globale, si la productivité reste élevée grâce aux machines pour satisfaire certains de nos besoins, il est fort probable qu'une réduction du temps de travail soit incontournable. En tout cas, c'est une option qu'on ne doit pas écarter, même s'il est très difficile d'avoir une vision globale de l'évolution potentielle de l'emploi. Il est fort probable qu'à l'avenir, nos besoins puissent parfaitement être satisfaits avec moins d'heures de travail. Une réduction du temps de travail pourrait ainsi permettre de supprimer de nombreuses activités polluantes sans porter atteinte au bien-être, partageant les emplois essentiels. Une autre solution pourrait également être de faciliter le déménagement des chômeurs. En effet, des usines entières devront fermer et des bassins d'emploi seront sinistrés. Il faudra alors aider les chômeurs qui sont propriétaires de leur logement à déménager vers des régions qui manquent de main-d'œuvre en rachetant leur logement via une structure publique, comme je le propose dans mon livre Écosophia. Enfin, ultime et indispensable solution, si on veut parvenir au plein emploi, sûr, il faudra créer des emplois grâce à la création monétaire publique. En effet, si l'État et les collectivités locales avaient la capacité de créer de l'argent à volonté en fonction des besoins, ils pourraient toujours créer suffisamment d'emplois publics pour que chacun se sente utile. Ces emplois viendraient en complément des emplois privés, on ne serait donc pas dans une économie communiste. Cet élément est absolument déterminant, car le fait que l'État et les collectivités se donnent la capacité de créer à tout moment suffisamment d'emplois permettra justement de ne plus avoir peur d'en détruire dans le secteur privé. Ces emplois seraient donc une variable d'ajustement. Concernant l'idée de création monétaire publique, je vous renvoie donc à mon livre Écosophia qui en parle largement. Piège numéro 7, c'est donc la quête du moindre effort. Quand on observe les innovations technologiques, on se rend compte que nombre d'entre elles ont pour vocation de réduire les efforts humains, comme la tronçonneuse ou le tracteur par exemple. Ce qui semble a priori positif. Sauf que la réduction des efforts par la technologie peut coûter très cher en termes de durabilité, comme nous allons le voir. L'exemple le plus évident est encore une fois la comparaison entre un vélo et une voiture. Le simple fait d'avoir cherché à réduire l'effort au minimum, savoir appuyer sur des pédales, tourner un volant et changer de vitesse, a obligé à concevoir un véhicule volumineux, lourd et très énergivore. Alors qu'en faisant un effort physique raisonnable à vélo, en pédalant, on parvient à se déplacer en n'utilisant que l'énergie issue de la photosynthèse. Cet exemple montre à quel point la recherche du moindre effort peut être extrêmement coûteuse en termes de matière et d'énergie. La bonne nouvelle, c'est qu'en faisant quelques efforts supplémentaires, nous pourrons certainement réduire fortement notre impact sur la planète. Mais à vrai dire, on pourrait faire encore mieux que le vélo. Vous voyez à l'écran des véhicules intermédiaires, comme on appelle ça, et en haut, vous avez un véhicule qui s'appelle le vélo mobile. Et bien, ce vélo mobile, donc là, c'est un quadricycle caréné. Il pèse environ 32 kg et il peut transporter une ou deux personnes et également quelques affaires. Il est protégé bien sûr de la pluie et il peut atteindre une vitesse record de 144 km/h. Son efficacité énergétique par personne transportée est, tenez-vous bien, 110 fois supérieure à une voiture et le double d'un vélo classique à 25 km/h sur terrain plat. Alors, le marché mondial des modes intermédiaires est encore embryonnaire, mais la France pourrait très bien se positionner comme un leader de ces véhicules écologiques peu chers et répondant à la majorité des besoins de déplacement, avec à la clé des défis enthousiasmants pour les jeunes ingénieurs français en quête de sens, des potentiels d'innovation immenses et des milliers d'emplois dans l'industrie. Alors, il serait intéressant en fait de calculer le coût écologique d'un effort économisé, qui peut être parfois faible, mais parfois très élevé dans le cas de la voiture, ou le gain écologique d'un effort supplémentaire. On pourrait ainsi choisir en pleine conscience d'arrêter d'installer et d'utiliser certaines technologies, comme par exemple les escaliers roulants, et d'en garder d'autres, comme les machines à laver ou les tronçonneuses, qui permettent d'abattre un arbre 100 à 1000 fois plus vite qu'à la hache. Et on pourrait ainsi réfléchir au sort qu'on doit réserver
aux robots de cuisine, aux aspirateurs, aux tondeuses ou aux taille-haie. Dans un autre registre, le fait de faire l'effort de mettre un pull chez soi en hiver pour pouvoir baisser le chauffage a un impact écologique énorme, car c'est beaucoup moins coûteux en ressources de couvrir les corps que de chauffer les bâtiments à 20 degrés, ou même d'isoler les bâtiments. Ça demande juste des vêtements qu'on a déjà à disposition pour l'extérieur et un peu d'énergie corporelle issue de la photosynthèse. Un autre exemple remarquable est l'accès à l'eau dans des pays qui n'ont pas encore d'eau courante dans chaque maison. Installer dans un village ou dans le quartier d'une ville une fontaine centrale avec des filtres à laquelle les habitants accèdent en marchant ou à vélo, en portant eux-mêmes leur eau, permet d'économiser des quantités phénoménales de PVC et des travaux de creusement du sol. C'est beaucoup plus écologique et économique que l'eau courante, grâce à un petit effort réalisé par les habitants à la place des tuyaux. Sans compter que ça permet d'économiser certainement beaucoup d'eau. Un autre exemple dans lequel nous pourrions avoir des gains énormes en faisant un petit effort, pas désagréable à vrai dire, c'est la cuisine. Il est souhaitable de réduire le plus possible les produits industrialisés et surgelés, qui sont énergivores et polluants, notamment à cause des gaz réfrigérants, des emballages et du transport. En outre, cuisiner soi-même a des vertus écologiques, surtout si on cuit le moins possible les aliments, en mangeant un maximum de fruits et légumes frais et crus, au moins en été. En fait, chaque fois que nous utilisons nos muscles au lieu de machines, c'est autant de matière et d'énergie économisée, car l'énergie de nos muscles est issue de la photosynthèse. Par chance, il se trouve que le fait de faire des efforts de façon raisonnable est bénéfique pour la santé et que le manque d'activité physique est même dangereux pour la santé. Nous avons donc tout intérêt à faire un peu plus d'efforts pour notre santé et pour notre environnement. Marcher, pédaler, jardiner, etc. En fait, quand on y réfléchit, la quête du moindre effort pourrait bien réduire la durée de vie de l'humanité, notamment si on ne métamorphose pas l'agriculture. Dans l'agriculture moderne, les tracteurs et autres machines agricoles permettent de réduire de façon extraordinaire les efforts des agriculteurs puisqu'ils servent à labourer, à ensemencer ou planter, à épandre des engrais et produits phytosanitaires, puis à récolter. Le problème, c'est que ce modèle d'agriculture n'est pas durable car il repose sur l'apport d'intrants qui sont épuisables. En outre, la technique du labour avec des sols retournés et à nu, sur lesquels aucune plante ne se décompose, ne permet pas à l'humus de se reconstituer et exige donc l'apport d'intrants. Il n'y a qu'à regarder de près la texture d'un sol abîmé par des années de labour et d'engrais, il ne sert plus que de support minéral et s'érode. Alors qu'un sol non labouré, sur lequel des plantes se décomposent, est fertile, riche et a des capacités de rétention, de dépollution et d'autorégénération extraordinaires, grâce au travail des vers de terre et des champignons notamment. Dans le domaine agricole ou dans le domaine de la pêche, une technologie n'est durable que si elle respecte les processus de régénération de la nature. Les lois de la nature sont incontournables et les technologies doivent s'y soumettre, sous peine de mettre en danger la survie de l'humanité. Mais attention, si on veut se passer du labour, et il le faudra bien, cela nécessitera beaucoup plus de main-d'œuvre dans les champs ou des technologies qui respectent la vie de la terre et le cycle naturel de reproduction de l'humus. Et il faudra probablement en payer le prix, c'est-à-dire consacrer à nouveau une part plus importante de notre budget à l'alimentation, à moins de subventionner massivement cette agriculture durable. La bonne nouvelle, c'est donc que, pour des raisons écologiques, l'une des activités dans lesquelles il y aura le plus de création d'emplois dans les années à venir, c'est l'agriculture. Le drame, c'est qu'aujourd'hui, on développe des technologies high-tech dans le monde agricole afin de se passer le plus possible de main-d'œuvre, car on fait l'hypothèse qu'il y aura de moins en moins d'agriculteurs à l'avenir. Ce qui est assez paradoxal, c'est que cette quête permanente du moindre effort nous oblige à consacrer énormément d'heures de travail pour le simple fait de se déplacer en voiture. Pensez à toutes les heures de travail consacrées à la fabrication, à la vente, à la publicité, à la distribution de carburant, aux autoroutes, au parking, au contrôle de police, aux assurances, aux soins liés aux accidents, aux réparations et à l'entretien des voitures. Ce sont des centaines de milliers d'emplois et des milliards d'heures de travail en France qui pourraient être libérés pour faire autre chose, notamment cuisiner, jardiner
composter, laver des couches, supprimer des mails, pouvoir coudre, tricoter, réparer, bricoler. Le piège numéro 8 concerne la sécurité. En effet, quelle est la meilleure façon d'assurer la sécurité d'une population? Est-ce en installant des technologies sophistiquées, des caméras de surveillance, des alarmes, des barbelés, des quartiers sécurisés, voire armés, ou en prenant des mesures sociales permettant d'éviter au maximum toute forme de délinquance? Avez-vous remarqué que les pays où il y a la plus forte insécurité sont aussi ceux où il y a les plus grandes inégalités? Je pense notamment aux États-Unis, au Brésil ou à l'Afrique du Sud. Et inversement pour les pays scandinaves. En fait, plutôt que de consacrer beaucoup d'argent à des systèmes de sécurité sophistiqués, il vaut mieux imposer un salaire minimum, une protection sociale, assurer à chacun une activité, l'oisiveté étant la mère de tous les vices, donner une vraie famille stable aux orphelins pour leur éviter de se sentir seuls au monde et de tomber dans la misère et la délinquance, comme c'est trop souvent le cas actuellement, faire de la mixité sociale plutôt que de concentrer les populations les plus pauvres dans des grands ensembles HLM, etc. Ceci dit, on pourrait à contrario tout à fait imaginer une technologie d'alerte qui permette d'éviter au maximum les violences conjugales et les agressions sexuelles. Donc, il ne faut pas s'interdire toute technologie. Concernant maintenant la sécurité extérieure, la paix est bien mieux assurée par des relations diplomatiques d'amitié, d'union et d'alliance entre les nations que par des armes de plus en plus sophistiquées. Et ce n'est pas naïf de dire cela, puisque c'est exactement le choix qu'ont fait les Européens depuis 75 ans. À l'inverse, si on nourrit le ressentiment et la défiance envers d'autres pays, l'escalade dans la sophistication technologique n'a aucune limite. Or, la course aux armements représente un gâchis gigantesque de ressources, et notamment de métaux. À terme, la solution idéale pour éviter les conflits internationaux serait de créer une police internationale qui pourrait intervenir face à des groupes armés locaux ou des groupes terroristes avec un mandat des Nations Unies, ce qui permettrait de supprimer les armées nationales et de réduire de façon colossale le stock d'armes nécessaire pour assurer la paix. Il me semble que c'est le seul moyen de connaître la paix de manière durable et de ne pas épuiser inutilement les ressources minières de la planète. Quoi qu'il en soit, l'humanité ne survivra que si elle sait reconnaître qu'elle est une, et la suppression des armées nationales serait un symbole fort dans la reconnaissance de l'unité de l'humanité. Le piège numéro 9 maintenant, c'est l'effet rebond. J'imagine vous attendiez. Pour illustrer l'effet rebond, je vais vous donner un exemple. Si votre nouvelle voiture consomme moins de carburant par kilomètre que la précédente, vous pouvez soit dépenser moins de carburant en faisant le même nombre de kilomètres, soit faire plus de kilomètres avec le même budget essence. Résultat, la réduction de la consommation d'essence des voitures au kilomètre n'aboutit pas nécessairement à une baisse globale de la consommation d'essence. De la même manière, le fait de pouvoir emprunter ponctuellement une voiture qui ne vous appartient pas pour un tarif intéressant peut inciter des citadins à prendre l'habitude de partir en week-end loin alors qu'ils n'utilisaient pas de voiture jusque-là. Concernant l'isolation thermique des logements maintenant, l'ADEME Île-de-France s'est rendu compte que certains ménages qui avaient fait des économies sur leur facture de chauffage en avaient profité pour partir en week-end en avion. Mais il y a pire. Un récent rapport a établi que l'isolation des logements en Allemagne n'a pratiquement pas modifié la consommation d'énergie. Les Allemands en ont profité pour augmenter la température de leur logement, comme vous pouvez le voir sur cet article qui est paru dans le journal Le Monde. Cet effet rebond, qui peut remettre en question l'efficacité de mesures extrêmement coûteuses, comme l'isolation thermique des bâtiments, doit donc être très sérieusement prise en compte. Alors que faire? Tout d'abord, on pourrait s'interroger collectivement sur ce qu'est le confort. Perd-on vraiment en confort, en bien-être, quand on baisse la température d'un logement de 2 degrés? Est-ce si désagréable que cela si on met un pull en hiver? Quand on sait qu'une baisse de la température des logements aurait un impact énorme sur l'épuisement des ressources et sur les émissions de gaz à effet de serre,
cela ne vaudrait-il pas le coup d'avoir un débat sur le sujet, une prise de conscience et éventuellement un engagement contractuel de chacun envers les générations à venir? Par ailleurs, l'effet rebond pose la question du pouvoir d'achat. Peut-on consommer moins avec des revenus inchangés? Faudra-t-il réduire le pouvoir d'achat des ménages en moyenne? Il est certain qu'une telle mesure demandera beaucoup de pédagogie, mais c'est probablement la solution la plus simple et la plus efficace. Une autre solution pourrait être d'imposer des quotas carbone, voire un compte carbone à chacun, mais le problème, c'est que les besoins de chacun sont très différents. Enfin, on pourrait imaginer une monnaie dédiée à un usage particulier sur le modèle des chèques déjeuner pour l'alimentation, avec une baisse régulière de ce budget. Par exemple, on pourrait imaginer un chèque énergie, mais les besoins de chaque ménage sont là encore très différents, contrairement à l'alimentation. Il faudrait donc partir d'une facture donnée et bloquer le budget. Ce qui est certain, c'est que pour relever les défis écologiques, il faudra être pragmatique, inventif, savoir se remettre en question quand ça ne marche pas, changer de stratégie, s'adapter et utiliser tous les outils disponibles, les incitations, les interdictions, les subventions et surtout faire participer au maximum les citoyens à la prise de décision pour qu'ils s'engagent. Le piège numéro 10, c'est les prix bas de la mondialisation. Aujourd'hui, les petits prix des produits fabriqués à l'autre bout du monde poussent à la consommation et épuisent les ressources. Il est vital d'établir des prix permettant de limiter l'épuisement des ressources. Il va donc falloir moins consommer et plus cher. Mais comment imposer la durabilité comme finalité au niveau mondial plutôt que le prix le plus bas? Une stratégie possible est de compter sur le comportement éthique de consommateurs éclairé par des labels, des applications, etc. Mais en vérité, le pouvoir d'attraction du prix est beaucoup plus puissant que l'éthique. C'est pourquoi il va falloir que tous les pays du monde se mettent d'accord sur certaines normes de durabilité, sans quoi nous serons obligés d'accroître les taxes à l'importation pour favoriser les produits les plus durables et d'interdire certains produits à la vente. Et il va falloir mettre en place des financements favorisant la durabilité, que ce soit du côté des producteurs ou des consommateurs. Concrètement, si le produit est plus cher parce que plus durable, il faut que son paiement puisse être étalé dans le temps. C'est vrai aussi bien de l'électroménager que des logements d'ailleurs. Certains crédits à la consommation pourraient donc bien être les alliés d'une consommation durable. Dans ces conditions, grâce à ces crédits de long terme, demain, les commerciaux pourront être fiers de vendre les produits les plus durables possibles. Bien évidemment, vient le piège numéro 11, la peur de la décroissance. Et pour aller vers une plus grande durabilité, il va falloir se libérer du mythe de la croissance. Ce mythe conduit certains à s'accrocher à tout prix à cette idée sans aucun fondement. Ainsi, la pensée de la croissance verte est extrêmement simpliste. Car si on analyse les choses par besoin, par secteur d'activité, alors il est évident que certaines entreprises doivent décroître, d'autres croître, sans que personne soit capable de dire si le bilan final, au bout d'un an, sera positif ou négatif en termes d'activité. De même, l'idée du découplage entre la croissance et l'impact écologique est un mythe qui ne repose sur aucun fait. Quand on pense que les COP sont basées sur la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui à l'article 3, alinéa 5, dit qu'il y a un impératif de croissance économique pour opérer un découplage entre croissance et impact écologique, c'est pour le moins inquiétant. En vérité, croître ou ne pas croître, ça ne devrait pas être une question. On devrait pouvoir faire l'un ou l'autre sans que ça pose de problème. Aujourd'hui, s'il y a décroissance, notre système économique risque de s'effondrer assez rapidement, comme je l'explique dans la vidéo « Comment sauver les services publics et la sécurité sociale » que vous voyez à l'écran, que vous pouvez retrouver sur mon site. Pour faire vite, aujourd'hui, le financement de l'État par le marché obligataire et le financement des grandes entreprises par le marché des actions les obligent à faire de la croissance. Pour être libre de faire de la décroissance, il faudrait supprimer les marchés financiers et les taux d'intérêt. Une sacrée réforme, mais qui me semble néanmoins inéluctable.
Concernant les citoyens maintenant, une des plus grandes difficultés est de changer d'habitude. Il va donc falloir les rassurer en faisant de la pédagogie et en racontant une histoire séduisante et réaliste, sans obligation de croissance. Une histoire qui pourrait reposer sur ces quelques réflexions. Au fond, les renoncements seront-ils si pénibles que cela? Certes, il faudra renoncer, au moins provisoirement, au voyage en avion, et cela représentait finalement à peine quelques semaines par an pour les plus chanceux. Pour le reste, les compensations de ces quelques renoncements pourraient bien être largement supérieures. Et c'est une chance, car ça aurait pu ne pas être le cas, et la transition aurait pu être vraiment pénible. Ainsi, on devra à l'avenir faire un peu plus d'efforts physiques, et ce sera certainement bénéfique pour notre santé et notre bien-être. Nous aurons peut-être un peu moins de confort, mais probablement un peu plus de temps libre. La chance que nous avons, c'est que si nous nous organisons bien, nous pourrons garder quelques machines pour alléger les travaux les plus pénibles et satisfaire ainsi nos besoins, tout en ayant des activités plus épanouissantes et plus de temps libre. Dans le domaine des mobilités, la décroissance colossale associée à l'abandon de la voiture pour le vélo pour de nombreux citadins correspond en réalité à un progrès en termes de bien-être. Bienfaits pour la santé, moins de pollution, climat préservé, trajet plus rapide en moyenne en ville, temps de trajet plus sûr car moins de bouchons, moindre stress, mais avec tout de même un confort réduit en cas de pluie. C'est un défi que les ingénieurs essaieront de relever dans les années à venir. Le dernier piège, le piège numéro 12, c'est le manque de contrôle démocratique. Vous avez bien compris, il va falloir faire des choix technologiques majeurs dans les années à venir. Mais qui va faire ces choix? Aujourd'hui, qui décide du développement des technologies? C'est l'État, en éditant des normes, cofinançant la recherche et en subventionnant certains projets. Ce sont les entreprises, bien sûr, par des stratégies marketing, publicitaires, en produisant moins cher à l'étranger. Et ce sont les consommateurs par mimétisme, ou en suivant la mode, par éthique, ou en fonction du prix. Ce système pose d'énormes problèmes. Comme on l'a vu, compter sur la liberté de choix et l'éthique des consommateurs ne suffira pas à atteindre une économie durable, car le prix et la publicité ont plus de poids que l'éthique. Bien ce qui se passe sur les smartphones ou sur les SUV. Par ailleurs, peut-on continuer à autoriser les entreprises à vendre tout et n'importe quoi à n'importe qui, sans filtre, sans discernement, comme par exemple les montres connectées? En vérité, la liberté d'inventer, de produire, de promouvoir, de vendre a déjà des limites, par exemple des normes de sécurité ou de pollution. Mais ces limites doivent être étendues au respect des générations à venir, en raison de l'épuisement des ressources, des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, on pourrait très bien imaginer que le droit de vendre un produit soit soumis à l'autorisation d'une autorité qui pourrait être un comité de citoyens, par exemple. De manière plus générale, il me semble souhaitable que des conventions citoyennes tirées au sort soient formées pour évaluer, en intelligence collective et avec des avis d'experts, les technologies et leurs conséquences. Avec de telles conventions, il est certain que la fabrication et la vente de SUV auraient été interdites. Cela permettrait aussi d'empêcher la diffusion d'innovations futiles, gadgets qui sont susceptibles de dévaster l'environnement pour rien. On pourrait par exemple y avoir une réflexion poussée sur l'intérêt et les conséquences de la domotique. On pourrait même y engager des débats philosophiques sur la direction dans laquelle on souhaite aller. On pourrait par exemple s'interroger sur le progrès que représente le remplacement de caissières ou de guichetiers par des automates dans les gares, le métro, les musées ou à la poste. Au final, on y perd en emploi, en convivialité, en humanité. Mais qui gagne-t-on si le nombre de caissières ou de guichetiers est suffisant? D'un point de vue écologique, l'impact est probablement négatif car ces automates consomment énormément de matière et d'énergie. Si la seule motivation pour installer des automates est purement financière, alors il faudrait soit taxer, soit interdire ce type d'automates pour en limiter le développement. Ce qui ne veut pas dire qu'il soit souhaitable de taxer toutes les machines. On pourrait décider de conserver les grues, les machines à laver, les tronçonneuses et les machines-outils. Ces conventions citoyennes ne conduiraient certainement pas à supprimer toutes les technologies, mais à faire la part des choses entre utilité, confort, moindre effort
impact sur l'environnement, et ce avec beaucoup plus de sagesse, de sens de l'intérêt général et de respect des générations à venir que ne peut en avoir une Assemblée nationale qui est trop sensible au lobby, trop inquiète pour les emplois, trop partisane, trop soumise à la volonté du président qui a peut-être lui-même une vision incomplète des enjeux écologiques par manque de formation à l'écologie. Alors pour finir, et sans transition, j'aimerais vous proposer un cas pratique pour mettre en application ces 12 pièges qu'il faut éviter. Le défi est le suivant. Eh bien, parmi les besoins fondamentaux, il y a le besoin de faire ses besoins. Or, un tiers de la population mondiale n'a pas accès à des toilettes dignes de ce nom. Pour eux, y avoir accès serait indéniablement un progrès. Mais comment faire en sorte que ces toilettes soient les plus hygiéniques, écologiques et durables possibles? Bien, récemment, Bill Gates a lancé, avec sa fondation, un grand concours international pour financer la recherche dans ce domaine, afin de trouver des solutions pour que chaque être humain ait accès à des toilettes les plus écologiques possibles. Et en fait, dans ce cadre, on s'aperçoit qu'il y a de nombreux pièges dans lesquels on risque de tomber. Notamment le piège du prix, la complexité, la sophistication et le high-tech qui augmentent les risques de panne et la difficulté de réparer, le confort, la localisation des matériaux utilisés, la dépendance à l'électricité pour certains modèles, la dépendance à l'eau pour d'autres modèles, sachant qu'on peut s'en passer avec des toilettes sèches, le nombre, est-ce qu'il faut une toilette par foyer ou créer un bloc sanitaire pour plusieurs maisons? Faut-il des toilettes différentes selon les pays ou une solution universelle? Comment les financer? Par un paiement individuel ou des subventions publiques, voire des fonds internationaux? Comment recycler les excréments et l'urine? Pourrait-on se passer de papier toilette, qui est nocif pour la peau, nocif pour l'environnement, puisqu'il exige d'abattre des millions d'arbres par an dans le monde, et pas indispensable puisque les Japonais ont créé un abattant qui projette un filet d'eau qui est adaptable à n'importe quelle toilette occidentale et qui permet en outre d'économiser de l'eau, car l'évacuation du papier demande en réalité beaucoup d'eau. Voilà une technologie qui pourrait être un progrès en Occident. Donc comme vous le voyez, les toilettes sont un domaine dans lequel il y a encore des marges de progrès immenses à faire, notamment sur la récupération et l'usage des boues et de l'urine, la consommation d'eau. On pourrait d'ailleurs faire le même exercice avec les bébés et leurs couches, qui reste un immense défi écologique à relever. Alors, je vais vous passer un petit extrait d'une vidéo que j'ai trouvée géniale qui s'appelle « Toilettes sans tabou ». C'est juste l'introduction, mais c'est vraiment très intéressant. Nous y allons tous en moyenne 4 à 5 fois par jour. Et pourtant, nous ne sommes pas tous égaux face aux toilettes. Dans les pays développés, elles sont partout et utilisent des quantités d'eau démesurées. Or, cette eau est potable. Elle a été captée, purifiée, transportée à grands frais. Le gaspillage d'une ressource aussi précieuse paraît aujourd'hui inacceptable. Les Européens, ce sont eux qui ont inventé les toilettes à chasse d'eau. Mais depuis, ils n'ont rien changé. Je pense que le moment est venu de réinventer les toilettes. Les réinventer, oui, pour ceux qui en ont. Mais pour le tiers de l'humanité qui n'a pas accès aux toilettes, comment faire face à la crise sanitaire? Ceci est une boîte d'excréments humains. À l'intérieur, il y aurait plus de 200 millions de rotavirus et 20 millions de bactéries Shigella. Dans les lieux où il n'y a pas d'installation sanitaire, il y a beaucoup plus que ça. Et c'est ce à quoi les enfants sont en permanence exposés quand ils jouent dehors. Face aux défis, face aux tabous, il est grand temps de regarder les toilettes par l'autre bout de la lunette. En conclusion, avec le recul, nous prendrons conscience que ces 75 dernières années, soit une période très courte dans l'histoire de l'humanité, ont été un grand délire collectif, une sorte d'orgie dans laquelle on pouvait faire n'importe quoi ou presque, sans limite, sans se soucier des siècles à venir.
Et les institutions et les règles du jeu ont autorisé et même encouragé cette folie, en poussant à faire un maximum de croissance, quitte à vendre n'importe quoi du moment que ça rapporte et que ça crée des emplois. Eh bien, désormais, notre objectif doit être de combler nos besoins de la manière la plus durable possible, pour faire perdurer le miracle de la vie humaine le plus longtemps possible sur notre merveilleuse planète. Car comme disait Edward Ito Waya, un Kanak invité à la fondation Good Planet de Yann Arthus Bertrand, le seul paradis qui existe est ici sur Terre, et nous avons été créés pour en être les anges gardiens. Pour cela, il va falloir tout faire en même temps. Réduire la consommation à l'essentiel et éliminer tout ce qui peut l'être. Utiliser des procédés plus économes en matière et en énergie, comme la modularité ou le partage. Utiliser au maximum des ressources renouvelables dans la limite de leur renouvellement, en lieu et place des ressources non renouvelables quand c'est possible. Favoriser l'usage de l'énergie que nous n'avons pas besoin de produire grâce à la photosynthèse et à nos petits muscles. Mettre la technologie au service de la durabilité et devenir des modèles de durabilité que les pays en développement désireront copier. C'est le défi passionnant que nous avons à relever et il va falloir que tout le monde se mobilise pour accroître la durabilité, aussi bien les ingénieurs, les économistes, les banquiers, les citoyens, politiques évidemment. La bonne nouvelle, c'est que la Terre devrait être beaucoup plus agréable à vivre si nos technologies se mettent bien au service de la durabilité et du bien-être. Mais cela demandera une vigilance de chaque instant. Et les ingénieurs, notamment, devront désormais se demander à chaque fois qu'ils travailleront sur une technologie, quelle est la finalité de cette technologie? Cela va-t-il dans le bon sens? Avons-nous établi un bilan écologique sincère et complet? Et si ce n'est pas le cas, ils devront refuser de poursuivre leur travail avec le soutien des citoyens comme des résistants qui refusent la collaboration avec un système dévastateur pour la planète. Voilà, alors je vous ai mis en dernière slide l'adresse de mon compte Utip parce que en fait je suis conférencier indépendant et donc je ne suis pas payé par un institut, une université ou une grande école pour le moment puisque apparemment il y a des choses qui se profilent pour l'année prochaine. Et donc voilà, je vous propose de faire un don à la fin de la conférence si vous voulez sur ce site.